Conor McGregor qui veut devenir riche et qui veut devenir le numéro 1 mondial le plus célèbre, s'il avait que ça qui avait été son carburant, il serait pas là aujourd'hui. Tu vois. Fait que le gamin, c'est son premier combat, il a déjà l'impression d'être à l'UFC, quoi, visuellement. Je suis convaincu aujourd'hui que la majorité des mecs sous-estiment complètement l'importance de la santé mentale. Tu as envie de montrer à tout le monde aussi que tu as réussi ton pari. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, je suis dans une pièce dans le noir, dans l'obscurité et j'ai réussi à faire mon... Non, tu t'es challengé, tu t'es imposé un truc qui est putain de dur, tu vois, parce que c'est dur. Et en même temps... t'as pas envie de le faire cacher du monde aussi, tu vois. Ouais. Alors, je fais bien la différence entre le faire dans le but uniquement d'avoir de la reconnaissance et de jouir d'une reconnaissance et d'apprécier la reconnaissance que tu peux avoir, tu vois. Mais le challenge, il est pour toi, tu vois. Quand tu rentres dans une cage... Enfin, moi, j'ai l'impression, peut-être que c'est ma façon de voir les choses, mais j'ai l'impression que ce sport-là, enfin les sports de combat durs, si tu le fais pour les autres ou pour épater les autres, c'est pas suffisant pour devenir quelqu'un ou quelque chose ou d'arriver à un objectif. Il y a forcément quelque chose qui vient de... Qui vient de toi, ouais. De ton toi profond, tu vois. Je vois pas le mec... Même l'argent, tu vois, parce que l'argent, oui, ça peut être un booster. Ouais. Ça peut être un amplificateur de motivation ou de détermination ou je ne sais quoi. Mais déjà, vouloir rentrer dans une cage ou dans un ring, te taper avec un autre mec, la motivation première, c'est pas l'argent, tu vois. C'est pas l'argent, c'est pas les autres. Ça vient de plus profond, je pense. Alors je me pose, ça pour le coup c'est une question que je me pose et dedans d'ailleurs dans l'essai qu'on a commencé à rédiger avec donc, mon ami Tanguy Modric qui pour le coup n'est pas là, il est dans le sud donc c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est comment je pourrais expliquer ça? C'est le statut social qu'on obtient par le fait d'être combattant ou en tout cas d'affronter l'extrême. On obtient un statut qui est quand même assez particulier. Ouais. Et je me pose la question s'il n'y a pas certaines personnes qui sont quand même beaucoup attirées par ça. Par le statut, bien sûr. Oui. Mais... Par exemple, quelqu'un comme Conor McGregor, là actuellement, il n'en a pas besoin de combattre. Ouais. Et pourtant, de manière régulière, il revient toujours avec le fait de... Je vais revenir dans la cage. Comme si, en fait, il voulait pas lâcher. Il a le statut de businessman successful, de personne riche, enviable justement sur tout ce qui est l'argent, mais avoir ce statut, ce label. C'est pour ça que j'en parlais juste avant. Ouais. C'est bien d'avoir des millions. D'ailleurs, quand il fait une interview, quand il a, je crois, 21 ans, un truc comme ça, il a des pustules partout sur la gueule, il avait pas de barbe encore. Et il dit je serai la star de l'UFC, je serai le combattant de MMA le mieux payé au monde, je serai mondialement connu, je serai ceci, je serai cela. Donc, prémonitoire, tu vois. Et puis, pas prémonitoire comme ça dans le vent, c'est parce que c'est lui, avec sa volonté et son talent, qui est parti chercher ce rêve-là. Il n'empêche que quand il a réussi tout ça, quand il est devenu le combattant le plus connu au monde, le plus riche, et qu'il a coché toutes les cases, il n'empêche que, comme tu as dit, il veut continuer. C'est pour ça que j'en parlais juste avant. C'est pas, oui, vouloir gagner plein d'argent, avoir un statut et tout, c'est super, c'est un accélérateur, c'est un amplificateur de plein de choses, mais pourquoi tu fais ça, ça vient de plus profondément, tu vois. C'est pas Conor McGregor qui veut devenir riche et qui veut devenir le numéro 1 mondial le plus célèbre. S'il avait que ça qui avait été son carburant, il serait pas là aujourd'hui, tu vois. Il y a un autre truc. Et puis il serait serein. Ouais. Oui. Il serait pas alcoolisé, drogué, faire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un côté aussi d'accoutumance à ces extrêmes-là et que c'est aussi un moyen justement de maintenir en tout cas son état
d'excitation Oui, de oui. ce qu'il a vécu. Et je trouve que il est l'exemple pour moi d'une personnalité assez particulière là-dessus, vraiment faite pour les sports de combat. Il y en a d'autres qui sont, je pense, génétiquement des fighters. Mais je trouve très intéressant. Pour moi, je suis pour le coup vraiment d'accord avec ce que tu dis, Cyril. Je crois que c'est pas la quête d'argent, mais par contre la quête de statut social, je crois que c'est vraiment particulier. Quand tu arrives à dire je suis un combattant, on le voit maintenant avec tous ceux qui sont sur les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais ça suffit pas. On en parlait. Ouais, complètement. Voilà, la soif de ce statut-là, ça ne suffit pas. Il y a autre chose qui doit t'habiter pour, en tout cas, avoir une réussite. Ouais. Tu vois, c'est pas la soif de l'argent, c'est pas la soif de la notoriété. Si c'est que ça, tu vas pas aller très très loin. Tu vois. Il y a un autre truc qui doit t'habiter pour aller chercher la place de numéro 1. Mais pourtant, je trouve que les sports de combat et les sports extrêmes aussi ont un côté de grand attracteur. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es un peu successful, tu essaieras quand même de gratter un petit peu le buzz du MMA. Je sais pas si c'est en tout cas, c'est un peu le pressentiment que j'ai. On se rappelle de la photo de Emmanuel Macron, notre cher président, avec la veine apparente en boxe, etc. J'ai l'impression un peu photoshopé. Probablement un peu photoshopé, on va pas se mentir. Mais je trouve aussi que ça, c'est symbolique de quelque chose. C'est-à-dire, quand on a de l'argent, on est successful, on pense notamment au gars, à Jeff Bezos, d'Amazon, etc., qui sort toute tablette de chocolat apparent, Mark Zuckerberg qui veut se battre face au président de Tesla, j'ai perdu son nom, Elon Musk, voilà. Et tout ça a aussi une logique à partir du moment où on obtient un statut social, on veut quand même ce label supplémentaire des sports de combat. Pour moi, le statut de combattant de toutes les époques, ça a été le fantasme ultime chez les mecs. Ouais. Tu veux être de toute façon, tu veux être un mâle alpha à partir du moment où tu comprends ce que c'est qu'un mâle alpha, c'est-à-dire un leader né et que tout le monde t'adule et t'admire. Dans la cour de récré, tu veux être le chef. Tu veux pas être le second ou le sbire ou je ne sais quoi. Tu veux être le chef, tu vois. Tu veux être celui que tout le monde trouve populaire. Tu veux être celui qui se tape le mieux. Tu veux être celui qui se fait relooker par les meufs, tu vois. Tu veux être celui le number one. Et donc, dans la tête de tout le monde, tous les mecs, le statut de combattant, ça te donne ça, tu vois. C'est un peu comme, tu sais, à l'époque des gladiateurs, t'avais des gladiateurs volontaires parce que les mecs, ils voulaient le statut. Qui entraient dans la servitude, donc ils étaient libres, ils entraient dans la servitude pour combattre. Exactement. Parce que ça te donnait accès à un statut que tu pouvais pas avoir en étant... je sais pas moi, vendeur de vin ou je ne sais quoi, tu vois. Donc il y aurait quelque chose de primal là-dedans. Et je trouve que oui, en effet, c'est intéressant. On parlait justement de cette discussion que j'avais eue avec Michael Marissardi, donc un combattant de MMA professionnel. Donc salut à toi, Mika, parce que pour le coup, un jour, c'est sûr que tu seras là, parce que tu es un peu à l'origine de ce podcast-là. Il discutait, et en fait, il me disait qu'en entrant dans la cage, il avait l'impression de redevenir, entre guillemets, un animal, de retrouver cette espèce d'aspect primal. Et en fait, quand il a dit ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, le MMA et tous les sports de combat, en fait, ça n'a rien de primal. Les animaux ne vont pas s'affronter entre égaux. C'est-à-dire, l'affrontement d'égal à égal, avec une catégorie de poids, avec des règles, etc., ça n'arrive quasiment pas dans la nature. C'est beaucoup trop risqué. Il suffit que tu te casses la patte, tu vas plus pouvoir chasser et c'est fini, en fait. Donc, le MMA, c'est un sport littéralement et définitivement humain et probablement l'un des plus humains qu'on puisse trouver. Il y a une quête de statut, il y a une quête d'autorité, c'est politique, c'est ritualisé, c'est véritablement définitivement humain là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je trouve que ça attire un maximum d'influenceurs. Et c'est un terme que tu n'as pas employé, et j'y tiens, c'est thérapeutique aussi. Parce que j'en ai beaucoup parlé, mais je pense que 90% des mecs qui réussissent dans ce sport et qui deviennent champions ont soigné quelque chose avec leur pratique des sports de combat. Mais par exemple, l'exemple de Tom Duquesnoy qui a été combattant UFC, et moi j'ai l'impression qu'une fois qu'il a réussi à guérir toutes les blessures qu'il avait, en fait il a perdu sa motivation aussi à combattre. Donc je pense que c'est thérapeutique, mais que le niveau de performance dont tu as besoin...
tu peux pas avoir solutionné tous tes problèmes. Après, tu fais aussi de la préparation mentale, Maxime, j'imagine. Donc, La préparation mentale, Ouais. c'est vraiment réservé au Ouais. préparateur mental. Moi, je suis vraiment sur l'aspect psy. Donc, les gros dossiers qui sont à traiter. En fait, sur cette partie-là, de savoir le côté civilisation, en fait. Ouais. Est-ce que le MMA, c'est la preuve qu'on est dans une civilisation avancée? La réponse est oui, parce que s'il y a des gens qui se tapent vraiment de façon très dure dans une cage, c'est parce qu'on suppose qu'ils le font pas à côté. Tout à fait. Donc du coup, rien que pour ça, normalement, ça doit même canaliser les élans de violence. Donc ça, c'est déjà super cool. Hein. Après, sur le reste, effectivement, tout ce qui est de l'ordre, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi à atteindre ses propres objectifs, ça revient vraiment, et c'est pour ça qu'on a bossé notamment avec Thomas Loubersan, Horace Camp, très tôt, avec les combattants très tôt, sur la définition d'objectif. Parce que si l'objectif est mal défini, une fois qu'on l'a atteint, on se retrouve un peu sur le cul. Quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que Conor McGregor, en disant qu'il voulait être le combattant le mieux payé, est-ce qu'il a bien défini ses objectifs ? Oui, parce qu'il y est arrivé, donc très bien, bravo, c'était pas aisé, quoi. Puis sa famille était à l'abri et tout, très bien. Mais est-ce que ça le comble ? Réponse non. Et tu vois, je suis pas certain qu'un mec comme ça, il ait pris le temps de revoir ses objectifs au fur et à mesure de l'avancée de son parcours en disant, OK, qu'est-ce que je vise maintenant ? Donc se pose une double problématique, à la fois de est-ce que j'ai bien fixé mes objectifs, ou j'ai bien fixé mes objectifs, mais une fois que je l'ai atteint, je me retrouve démuni parce que je n'arrive pas à me refixer des objectifs. Et là, c'est ça la double problématique. Et ouais, il faut le refaire. Il faut refaire ce travail-là. Ouais. Il y a combien de grands champions qui, une fois à la retraite ou une fois qu'ils sont arrivés au top, se font des dépressions de malades, tombent dans l'alcool, parce qu'ils ont, ou dans la drogue ou autre, parce qu'en fait, ils ont besoin d'être stimulés, mais ils savent plus, ils sont perdus. Ouais. Donc, ils vont dans la facilité. Conduite à risque, la consommation d'alcool, consommation de drogue, ils se bagarrent dans tous les bars, ils font n'importe quoi. Et en fait, c'est la signature d'un gars qui n'a pas préparé son après. Et combien il y a de... toi, tu es un parfait exemple de ça. Après une carrière nickel, tu as ton club, tu prépares les champions à venir, tu es à ta place, t'es bien, quoi. C'était ça, toi, ton objectif d'après, alors ? C'était ça l'objectif que tu avais après avoir... Non, parce que moi, j'ai eu ma carrière de coach et ma carrière de sportif en parallèle, l'une de l'autre. Donc, si tu veux, naturellement, quand j'ai arrêté ma carrière de combattant, j'avais mon statut de coach déjà prêt, puisque je l'étais depuis X années. Tu vois. Ouais, c'était déjà tracé, en fait. Ouais, c'était déjà tracé. Mais après, c'est vrai que le fait de plus être combattant te laisse beaucoup plus de temps pour faire autre chose, tu vois. Donc là, j'ai eu tout d'un coup d'autres projets qui se sont mis en place, tu vois. Mais non, moi, j'avais pas cette problématique et je comprends qu'il y ait des sportifs qui tombent en dépression une fois que leur carrière est terminée, parce que si t'as pas déjà préparé un truc, ça peut être très très compliqué. Mais t'as quand même vécu la dépression. T'as vécu quand même ce côté de... d'ailleurs, peut-être que je me trompe, peut-être que c'était pas ces raisons-là qui faisaient que... Non, c'est pas ces raisons-là. Non, je pense que mon état dépressif vient de mon enfance, c'est ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Et puis le fait de pas avoir diagnostiqué la dépression et mon état dépressif depuis les débuts, et puis d'avoir peut-être accumulé d'autres choses, d'autres événements dans ma vie qui ont peut-être aggravé cet état, tu vois. Mais la retraite, ça n'a pas été le truc qui m'a mis sous terre, parce que j'avais une autre activité en parallèle, tu vois. J'ai juste continué mon truc de coach. Mais est-ce que ce cheminement de te comprendre, pour le coup, tu l'avais finalisé au moment où tu étais à ton pinacle en tant que combattant, ou est-ce qu'il a fallu attendre après justement la retraite et pour réussir à comprendre comment tu fonctionnais véritablement ? J'imagine que de toute façon, c'est probablement un peu des deux. Écoute, il y a un truc que j'ai compris en me penchant sur mon cerveau, et notamment avec une psy. Et avec nos discussions aussi avec... Il y a un truc, c'est que je suis convaincu aujourd'hui que la majorité des mecs sous-estiment complètement l'importance de la santé mentale et le fonctionnement de son propre cerveau, tu vois.
Et j'en veux pour preuve, c'est que moi, j'ai traversé, j'ai fait ma première consultation chez une psy quand j'avais 47 ans, tu vois. Donc, j'ai vécu avec l'enfance que j'ai décrit succinctement. J'ai vécu des traumas à foison pendant mon enfance. J'ai traversé ça. J'ai vécu ensuite des déceptions amoureuses qui m'ont ruiné, machin. J'ai vécu des décès de plusieurs membres de ma famille. J'ai vécu tout un tas de trucs que j'ai complètement mis de côté. Et je me dis, oh, vas-y, c'est rien, c'est la vie. Je serre les dents et je continue. Ouais. Et arrivé à 47 ans, le Covid arrive. Donc, ça aggrave forcément tout ce que tu as pu accumuler dans le passé. Et là, je me dis non, là, il y a un truc qui se passe, ça se passe très mal. Je vais très mal. Psychologiquement, je me reconnais pas. Je suis. Et donc, c'est là où je me suis dit, avec le recul, bah, tiens, sans même appeler ça une dépression, hein. C'est-à-dire à 47 ans, quand je vais voir la psy pour la première fois, je me dis pas, je suis en dépression. Je me dis non, je vais très mal, c'est la déprime, je bois du noir, machin, et puis je veux pas mettre un mot dessus. Et c'est la psy qui m'a dit, au bout de je sais pas combien de consultations, voilà, il y a des épisodes dépressifs, en racontant ton histoire, en racontant ton vécu, bah là, je pense qu'à cette période-là, bon, bah, je pense ça aurait été une dépression, ça m'étonnerait pas, machin, c'est dur de le dire, mais bon, d'après ce que tu me racontes, voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et donc, tu as 47 ans et que tu apprends que, on te met cette étiquette-là, qui est très péjorative dans notre société française, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est tabou. C'est pour ça que les mecs de mon âge, ils n'en parlent surtout pas. C'est pour ça que j'ai eu un de mes meilleurs amis qui s'est pendu sans en avoir parlé autour de lui. Aujourd'hui, je suis capable, avec le recul, et parce que j'en ai tellement parlé, j'ai tellement réfléchi sur la question, je suis capable de dire, bah, dans mon entourage, je le vois et tout, je faisais pas gaffe avant, tu vois, mais maintenant, je suis alerte aux symptômes, tu vois. Donc, je dis, ah tiens, il serait dépressif, ça m'étonnerait pas, tu vois. Ouais. Et malheureusement, on n'en parle pas, tu vois. Donc, c'est vrai que beaucoup plus qu'avant, aujourd'hui, je suis un petit peu plus sensible aux mecs, tu sais, mes potes de mon âge, parce que y a quand même 2 grosses périodes dans ta vie de mecs où t'as un peu plus sujet aux dépressions, tu vois. Et donc, je leur pose la question, tu sais, quand je les vois un peu dans le mal et tout ça, ouais, ça va et tout, tu vois, sans parler de dépression, mais tu poses des questions, tu te montres que tu es un peu plus présent. Et il y en a pas mal qui me parlent, tu vois, au fur et à mesure. Et d'ailleurs, sur la courbe, là, au plus tu recherches à être le mal alpha, au moins tu le dis tout ça, hein. Ouais, bien sûr. C'est vraiment relié. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que alors, il y a ceux qui vraiment veulent absolument ça à tout prix, de jouer le gros dur, et donc ils vont se... Mais en fonction de l'éducation que tu as reçue aussi, tu parles pas, c'est bon, arrête de pleurer, fais passif, passe. Ouais. Bah, en fait, tu t'encaisses, et tu le calcules même pas, mais juste tu encaisses et tu vis avec comme s'il n'y avait pas d'autres options. Comme si, en fait, c'était la vie, quoi. C'était comme ça, et qu'à un moment donné, avoir envie de se foutre en l'air, bah, c'était une pensée comme une autre. En fait, non, c'est pas une pensée comme une autre, quoi. C'est une pensée qui est vraiment à prendre très au sérieux et qui peut faire la différence. Tu vois, comme on aborde ce sujet, on peut avoir une petite pensée pour Brice Postal, hein, qui est parti cette année. Ça fait partie des mecs vraiment qui ont un parcours de gros dur, mais qui, justement, ont pas eu assez cette culture-là. On leur a pas dit assez. Et quand on leur a dit, c'était déjà un peu trop tard. Ils étaient déjà trop abîmés, quoi. Sans parler de Brice en particulier, mais tous les mecs comme ça, on leur dit pas souvent. Il y a des cultures aussi, tu vois. Il y a des cultures où, quand t'es un mec, parler de tes failles, parler de ta vulnérabilité, ça ne se fait pas, tu vois. T'es vu comme faible. C'est montrer à tout le monde que t'es faible. Donc même à la limite, ta famille, elles vont dire non, mais faut pas en parler, tu vois. Donc aujourd'hui... avec le recul et puis avec mon passé et puis avec ma souffrance aussi, parce qu'il y a eu vraiment des périodes dans ma vie où j'ai souffert
psychologiquement d'une dépression. Et puis voyant aussi des mecs de mon entourage, des proches à moi qui étaient dedans, mais qui étaient enfermés dans le mutisme, ce fameux mutisme des mecs, tu vois. T'as envie de tendre la main et puis de dire ouais mon poteau, si tu veux parler, je suis là, tu vois. Le simple fait de s'intéresser aux autres et puis de vouloir les aider, des fois c'est un déclencheur de quelque chose, tu vois. Moi j'ai vu à chaque fois que j'ai parlé sur mon Insta de la dépression, qu'il fallait au contraire, tu vois, même si tu peux être un bonhomme, c'est pas un sujet, tu vois. Moi, comme je disais dans l'émission avec Max, j'étais 4 fois champion du monde. Tu vois, des grosses baloches et tout, il n'y a pas de problème. Je rentre dans une cage, je me tape, il n'y a aucun souci. Mais j'ai fait des dépressions dans ma vie. Donc, c'est pas antagoniste, tu vois. Tu peux être Mike Tyson, tu peux être Tyson Fury, tu peux être des champions de boxe ou de sport de combat qui ont été dépressifs dans leur vie. Je peux t'en sortir des dizaines, tu vois, parce qu'il y en a plein. Mais ils étaient les champions du monde. Ouais. Et ils ont symbolisé à un moment donné, le mal alpha dans toute sa splendeur. Et pour autant, tu vois, c'est pas ce que je disais dans l'émission, c'est que c'est pas incompatible. Tu peux très bien être un gros mal alpha, bien burné, et en même temps avoir des failles, des faiblesses qui font que tu connais à un moment donné une dépression dans ta vie. Qu'il faut pas négliger, sur lesquels il faut, tu vois, il va falloir pointer du doigt et puis l'adresser et puis trouver une solution et pas laisser le truc dégénérer, tu vois. Et ça, donc cette prise de conscience-là, pour le coup, elle doit être aussi faite, je suppose, par rapport au coach, d'être aussi attentif à ce qui va se passer en face. Je parle notamment de cette nouvelle génération de combattants qui baignent dans les réseaux sociaux alors même qu'ils sont assez jeunes et qu'ils n'ont pas forcément la maturité. Pour moi, ça va être une hécatombe. Ouais. C'est-à-dire qu'on injecte de la célébrité, ouais. Pas superficielle, une célébrité qui a été galvaudée, tu vois, qui a été donnée comme ça, sans vraiment... Il n'y a pas de proportionnalité comparé à avant. C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais célèbre, c'est parce que tu avais mérité. Ou tu étais champion du monde, ou ceci, cela, ou tu avais transpiré, tu avais saigné. Et là, on te donnait une célébrité qui était méritée. Aujourd'hui, tu as 400 cas sur Instagram. Ouais. Donc, tu as une célébrité, puisqu'il y a 400 000 personnes qui te suivent et que tu peux monnayer ce truc-là et tu peux être... machin. Tu as des mecs qui gagnent beaucoup plus d'argent que j'ai jamais gagné de ma vie, qui sont des trompettes finies, tu vois, qui sont médiocres en tout, qui n'ont pas de talent. Et ce sont eux les modèles de notre société actuelle, tu vois. Et donc, c'est OnlyFans, je t'en parle même pas, tu vois. Donc, on est dans une société qui a tendance à fabriquer des champions, des célébrités, de la notoriété qui vaut pot de balle, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux, parce que c'est un vrai accélérateur de tout un tas de tares et de... Ouais. Oui, ça va aller très vite pour la jeune génération. Ouais. Ils vont descendre comme ils vont monter, en fait. Ouais. Déjà, ils sont beaucoup trop nombreux. Comme il y a pour le MMA, c'est génial, hein, il y a des compètes partout tout le temps, c'est super, c'est vachement bien fait, il y a des lumières, des musiques, ce qui fait que le gamin, c'est son premier combat, il a déjà l'impression d'être à l'UFC, quoi, visuellement. Pour peu qu'il ait un mec qui le filme, qui fasse une belle vidéo, ça y est, on a l'impression qu'il a fait un exploit, quoi. Alors qu'en fait, il a quoi, 2-3 combats amateurs à son palmarès. C'est pas grand-chose. C'est bien, hein, c'est un bon début, mais la route est longue, quoi. Donc, il peut pas y avoir un aussi grand nombre qui va arriver numéro 1. C'est pas possible. Donc, tout ce grand nombre-là, il va y avoir une perte monumentale. Et tous ces minots-là qui n'auront pas préparé la côté, on ne sait pas bien ce qu'ils vont faire après. Hein. Et puis la chute, elle va faire horriblement mal. Il y a des gens qui sont pas armés psychologiquement pour faire face à l'échec, et puis pour faire face à aussi ce phénomène des fans qui t'encensent le lundi et te chient dessus le mardi, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que psychologiquement, si t'es pas blindé pour faire face à ça,
Il y en a plein qui vont partir en dépression ou en. C'est un métier. Hein. Ouais. C'est ça. Et ça, pour le coup, je pense que c'est aussi le but de ce podcast-là. Parce que, pour le coup, il ne concernera pas exclusivement que les sports de combat. On abordera plein d'autres sports extrêmes, mais je pense qu'il y a quand même ce côté de comprendre pourquoi je fais ça, comprendre quel type de combattant je suis, quel type d'extrémophile, vu que c'est le terme que j'ai utilisé dans l'essai, quel type d'extrémophile je suis. Comme ça, à partir de ce moment-là, j'ai une compréhension aussi interne de ce qui se passe, de ramener en fait à la conscience ce que je fais inconsciemment, et etc. En termes de temps, je pense que de timing, on va être plus ou moins obligé de conclure. J'aurais continué cette discussion avec grand plaisir. On va peut-être la continuer un petit peu après si vous avez du temps. Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion et du temps que vous nous avez accordé. C'était vraiment hyper intéressant. Je vous invite pour le coup, comme toujours, suivre, mettre des commentaires, participer un petit peu à la discussion. Comme je l'expliquais au début, donc c'est un build-in public, ça veut dire que participez aussi au développement de tout ça. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Je mettrai moi en lien ce qu'on a déjà réalisé, plus le questionnaire pour essayer de définir quel type d'extrémophile, ou si vous l'êtes d'ailleurs, ou si vous l'êtes pas du tout. Et voilà. Merci encore une fois, Maxime. Merci Cyril. C'était top, franchement. Merci beaucoup. À la prochaine.